diaspora. La diaspora congolaise est brillantissime, dans le domaine des arts notamment. Est-ce que tu as le sentiment que la diaspora congolaise a conscience du potentiel de la RDC et donc qu'elle pense ou qu'elle investit massivement comme elle devrait le faire ici? Non, non. La diaspora, malheureusement, n'a pas d'informations sur... Parce que qu'est-ce qu'elle regarde comme média? Avant d'investir au pays, comme partout en Afrique, les gens étaient ignorants, les gens ne réalisaient pas. C'est pour ça que les Occidentaux, ils ont profité de cette situation. Aujourd'hui, la plupart des Congolais qui sont en Europe, en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, etc., leur source d'information, avant l'arrivée des chaînes comme Investir au pays, c'était les grands médias. Or, qu'est-ce que les grands médias véhiculent comme message? La guerre, l'insécurité, la pauvreté, qui est une réalité. Mais ils oublient de dire qu'il y a aussi des opportunités pour lesquelles eux, ils passent par derrière, ils viennent, ils investissent et ils prennent nos minéraux, ils saisissent les opportunités. Non, la diaspora africaine est très connectée avec ceux qui sont restés au pays. La diaspora africaine congolaise envoie beaucoup d'argent au pays, donc elle parle quotidiennement avec les autres qui sont restés et on connaît la situation de ceux qui sont restés. Ils nous disent chaque jour comment c'est difficile pour payer pour l'école, comment le gouvernement ceci, cela. Donc, je ne crois pas que c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose que je crois que c'est vrai. La diaspora africaine, comme je dis, est une diaspora qui est vraiment consciente de ce qui se passe dans son pays. Et elle n'a pas besoin de passer par les médias étrangers pour le savoir. À vous, le travail que tu fais sur le terrain, ça veut dire qu'il faut informer les gens. Tant que les gens ne sont pas informés, ils ne peuvent pas prendre les bonnes décisions. Donc si on tient les gens, la diaspora non informée, elle ne saisira pas des opportunités d'investissement qu'il y a dans ce pays. Ouais, parce que malheureusement, le discours de la diaspora congolaise, pas que mais congolaise, est très négatif. Oui, non, le pays, il y a ce qui ne va pas, il y a ça qui ne... La diaspora congolaise n'a pas besoin d'être informée sur les investissements qu'il y a au pays. Ce que le pays a besoin de faire, c'est améliorer les facteurs de doing business. Et si vous améliorez ce facteur, la diaspora d'elle-même va commencer à rentrer au pays. Par exemple, maintenant, la diaspora sait qu'envoyer les histoires par la douane et tout ça, ça coûte très cher pour le faire. Les gens parlent des exonérations, mais c'est un peu compliqué quand vous arrivez sur le terrain. Et puis les exonérations, là, ce n'est pas tout le monde qui peut les avoir. Donc il faut être aussi connecté, il faut être ça. On vous dit que sur papier, vous pouvez l'avoir, mais en réalité, ça devient quelque chose d'autre. Et ça, c'est quelque chose que moi-même aussi, j'ai vécu en République démocratique du Congo. La NAPI m'a aidé à ouvrir des entreprises en République démocratique du Congo. C'était complètement free, ils m'ont accompagné. Donc c'est vrai ce qu'ils étaient en train de dire sur l'accompagnement pour ouvrir une entreprise. Mais ouvrir l'entreprise, ce n'est pas ça faire le business. C'est une partie de faire le business. Beaucoup de gens se concentrent sur ouvrir l'entreprise, mais ils ne se concentrent pas dans des opérations et ce qui va se passer une fois que l'entreprise est ouverte. Il y a trop de taxes. Aux États-Unis, par exemple, vous pouvez ouvrir une compagnie sur papier en moins de 10 secondes. Et cette compagnie-là, vous n'allez rien payer au gouvernement. Chaque année, vous devez seulement payer, je crois, 75 $ ici à Illinois pour dire au gouvernement que cette compagnie est toujours valide. Elle est toujours valide, ne la fermez pas, vous payez 75 $. On appelle ça annual fee, c'est un annual report fee. Et c'est tout ce que vous allez payer. En République démocratique du Congo, quand j'ai ouvert mes entreprises, ils étaient déjà en train de me dire que je dois envoyer des lettres à ce ministère, à ce ministère, à ce ministère, parce que même si je n'ai pas d'activité, ils vont commencer à collecter les taxes.
Si tu ne donnes pas les taxes, ils vont commencer à te pénaliser. Donc, ils vont me pénaliser sur des activités que je ne fais même pas encore. Et ça, c'est quelque chose, ils vont vous donner peut-être une grâce ou bien des exonérations pendant une année, les premières 2 ans, 3 ans. Et après, vous devez commencer à payer cet argent. Vous devez commencer à payer la CNSS pour la contribution sociale. Imaginez que vous payez toutes ces histoires et votre entreprise est seulement une entreprise sur papier. Vous n'avez même pas encore commencé des activités. Vous avez déjà 200 taxes ajoutées sur vous. Donc ça, c'est un environnement carrément où vous ne pouvez pas vous développer dans un environnement qui n'est pas bon pour le business. C'est pour ça que le doing business est low dans ces pays. L'environnement n'est pas bon. Et c'est pas un problème de communication, c'est pas un problème de dire, c'est pas un problème de voir. Les gens savent que l'environnement n'est pas bon. C'est un environnement qui est très risqué et ils ne veulent pas se lancer dessus. C'est pas un problème de communication. Si aujourd'hui l'environnement s'améliore, vous allez voir que les Congolais vont commencer à massivement rentrer au pays. Donc c'est pas toujours un problème de communication, c'est pas un problème de montrer, il n'y a rien que Philippe Simon va nous montrer ici que non, on ne sait pas. D'ailleurs, il y a des histoires on sait qu'il n'a pas montré. Donc, dire que c'est grâce à lui qu'on connaît la situation de ce qui se passe back home, c'est bien pour le flatter, mais c'est pas ça, On sait ce qui se passe back home et c'est pas intéressant ce qui se passe back home. Développés sont passés par là. Oui. Il n'y a pas de pays qui est développé. Ça n'existe pas. Ils sont passés par ce genre d'état. Et qu'en fait, les pays sont développés par leurs propres enfants. Oui. Ce n'est pas les étrangers qui développent un pays. Les étrangers viennent donner un coup de main. Mais ce sont les enfants même du pays. Ça, c'est vrai. Je me dis, mais quel dommage. Qu'autant d'énergie, qu'autant de créativité ne soient pas forcément toujours mises au service du Congo. Non, c'est dommage. Mais on ne va pas pleurer sur notre sort. C'est pour ça qu'on va se tenir debout, bomber la poitrine et dire nous avons du talent. Il suffit d'aller à l'Académie de Beaux-Arts pour voir comment il y a des pépites. Ouais, je suis déjà allé là-bas, hein. C'est vraiment impressionnant. Le talent congolais, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant en République, dans l'Académie des Beaux-Arts. C'est vraiment impressionnant. Je n'arrive pas à dire ce mot. C'est vraiment impressionnant. C'est le plan de la musique, n'en parlons pas. La musique, n'en parlons pas. Aujourd'hui, la RDC fait danser toute l'Afrique. Ça fait partie du monde. Et le monde, c'est notre patrimoine. Sur le plan intellectuel, on a des... Mais regardez, il dit que c'est notre patrimoine. Mais regardez l'état de l'industrie du tourisme en République démocratique du Congo. Vous êtes en train de parler d'investissement dans le secteur. Comment les Congolais qui sont dans la diaspora vont venir investir dans le secteur du tourisme en RDC, dans un secteur qui n'est même pas développé? Les gens étaient en train de se plaindre quand Macron arrivait à Kinshasa, il est parti à Bandal, les gens se plaignaient. Mais moi, je me disais, mais c'est ce qu'il doit faire normalement. Les quartiers comme Bandal, les quartiers comme les Matongé, les quartiers comme les Victoires, tout ça, ce sont des quartiers qui doivent chaque année emmener beaucoup de touristes vers Kinshasa. C'est ça, c'est là vraiment que vous devez générer beaucoup de revenus en termes de ce que l'État peut faire en termes de taxes et toutes ces histoires. Ça, c'est ça qu'on appelle le money maker. Vous développez Bandal, vous le rendrez vraiment un centre vraiment touristique, pour un centre culturel. Vous développez, vous donnez des exonérations aux gens qui vont construire des hôtels là-bas, des flats là-bas. Vous poussez la population congolaise à investir dans le loisir, dans le tourisme. Et ça, ce sont des réformes que vous devez faire. Une fois que vous faites ces réformes, vous allez voir que les Congolais vont sauter dessus. Vous n'avez même pas besoin de communiquer sur ça. Faites les réformes, vous allez voir que les Congolais vont sauter sur ces opportunités. Mais si vous ne faites pas ces réformes-là, ça va laisser seulement l'opportunité
aux expatriés. Parce que les expatriés auront la possibilité de faire le business dans cet environnement-là, parce qu'eux, ils ont accès à des crédits à bon prix. Donc, ils seront en mesure d'exceller dans cet environnement, là où le Congolais lambda ne pourra pas. Déjà, vous n'avez pas de banque congolaise, alors comment vous allez faire pour investir vraiment dans le Congolais? Et vous serez toujours en compétition avec des gens qui ont des crédits à bon prix. Et comme les Congolais ne veulent pas travailler avec les autres Congolais dans la diaspora pour avoir des crédits à bon prix, ils sont là seulement, leur seul choix, c'est partir vers les banques congolaises. Et il n'y a pas de banque congolaise, mais toutes ces banques qui opèrent au Congo sont des banques étrangères qui vont vous donner des prix élevés de crédit ou bien de taux de crédit. Donc, vous ne pourrez pas... Le Congolais lambda ne peut pas concurrencer dans son propre marché. Et les facteurs qui sont en train de bloquer son développement, ce sont des facteurs structurels et surtout le fait aussi est culturel, le fait que les Congolais entre eux n'aiment pas travailler ensemble. Philippe Simon se posait la même question dans une autre de ses vidéos. Il disait, comment se fait-il que les autres expatriés, les Indiens et tout ça viennent dans nos pays et se font de l'argent? Et il dit que parce que ces gens sont partis dans nos pays et se sont fait de l'argent, ça veut dire que nous aussi, on doit partir dans nos pays et on peut se faire de l'argent comme eux. Le Cameroun n'est pas attractif. Et pourtant, beaucoup de personnes continuent de venir au Cameroun pour faire du business parce que le Cameroun a beaucoup de potentiel. Le Cameroun a énormément de potentiel. Malgré le désordre ambiant qui règne au Cameroun, les Indiens, les Chinois, les Européens, les Occidentaux viennent au Cameroun pour faire du business. Et ça m'a questionné. Je me suis dit, mais pendant que nous, on ne fait que dire qu'au Cameroun, tout va mal, mais comment se fait-il que des gens donc, viennent dans notre pays, font du business au Cameroun, alors même que nous, on ne fait que crier matin, midi, soir que tout va mal? Je me suis remis en question. Faut-il abandonner le pays? Faut-il définitivement tourner le dos au pays comme certains l'ont fait? Moi, ma réponse est non. Vous avez le choix de décider que vous voulez tourner le dos au pays. Je ne suis pas là pour combattre votre décision. Moi, je n'ai pas fait ce choix. Moi, j'ai fait le choix de faire partie des gens qui vont contribuer à bâtir le Cameroun de demain, à bâtir l'Afrique de demain. C'est mon choix. Je veux m'inscrire comme étant une solution face à un problème majeur et pas simplement quelqu'un qui constate le problème, qui tourne le dos et qui s'en va. C'est mon choix. Mon choix est clair. Je veux faire partie de la solution pour le Cameroun de demain. Les opérateurs économiques libanais, chinois, indiens, pakistanais et autres qui viennent en Afrique font beaucoup d'argent. C'est un constat que vous et moi faisons. Comment faut-il pour faire autant d'argent dans notre pays, et nous qui sommes dans la diaspora, nous sommes pour beaucoup, en tout cas pas tous, heureusement, mais pour beaucoup, uniquement dans la plainte et pas dans l'action. Comme si nos plaintes allaient faire que telle ou telle entreprise plie bagage et parte. Pas du tout. Ça, c'est typiquement les choses qui disent que le chien aboie mais la caravane passe. Rester sur Internet et continuer simplement de brailler pour dire que tel a fait ci, tel n'a pas fait ça, ça ne fait rien changer au pays. Par contre, aller sur place, lancer quelque chose, avoir des résultats, ça fait avancer des lignes. C'est ma philosophie, c'est ce que je pense. Peut-être que vous me trouverez naïf, mais c'est ce que je pense. Et s'il se pose bien cette question, il va voir que la raison pour laquelle ces gens se font de l'argent, c'est parce qu'ils travaillent entre eux. Les Indiens qui restent en Inde, les Chinois qui restent en Inde, construisent des entreprises dans ces pays-là. Les autres qui partent investir en République, en Afrique, travaillent avec ceux qui sont restés chez eux. Ils ont des relations de business, de partnership. Ceux qui sont restés au pays prennent des crédits et on voit ça à ceux qui sont au pays là-bas en République démocratique du Congo en train de faire des opérations. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Dans notre diaspora africaine, c'est le lien que nous n'avons pas. Les Congolais et les Africains ne travaillent pas avec les autres Africains pour créer des partenariats qui vont les donner accès à des crédits à bon prix.
Les Africains qui vivent aux États-Unis ne font pas des partenariats avec les Africains, les Congolais qui vivent au Congo, de business to business, qui va donner accès. Par exemple, moi, si je suis un entrepreneur américain et que j'ai envie de faire un deal avec Top Congo, qui est une entreprise privée congolaise, on peut faire des partenariats ensemble et signer des papiers. Et moi, je peux demander des prêts aux États-Unis et qui peuvent être, et Top Congo, en République démocratique du Congo, peut bénéficier de ces prêts. Parce que nous sommes une entreprise. C'est ça qu'eux, ils sont en train de faire. Et quand vous demandez maintenant aux Congolais qui sont restés au pays de travailler avec les Congolais de la diaspora, ils ne vont pas le faire. Les tribalismes vont entrer à l'intérieur, les songi vont entrer à l'intérieur. Les Africains n'arrivent pas à travailler avec des Africains en partenariat. C'est ça le problème. C'est pour ça que les autres sont en train de prospérer en Afrique et vous, les Africains, vous ne le faites pas. Ce n'est pas le fait que vous soyez en Afrique ou bien que vous soyez au Canada, c'est le fait que vous ne travaillez pas ensemble. Il n'y a pas ce lien entre le gouvernement africain et la diaspora africaine. Il n'y a pas ce lien entre le peuple africain qui habite en Afrique et la diaspora africaine qui habite à l'étranger. Ce lien-là n'existe pas. Et c'est un problème structurel, c'est un problème culturel. Et une fois que ce lien sera mis en marche, ou bien ce lien sera implémenté d'une façon ou d'une autre, c'est là que vous allez voir les histoires se développer. Pourquoi vous aurez besoin de partir en Afrique pour ouvrir une entreprise? Toutes les histoires de Back to Africa, tout ça. Oh, venez, on va vous faciliter ça, on va vous faciliter ça. Moi, je peux être aujourd'hui au Cameroun, à côté de Philippe Simon. À partir du Cameroun, je peux m'ouvrir 5 entreprises aux États-Unis, en moins d'1 heure. Et je peux le faire à partir du Cameroun. Philippe Simon, lui, au Cameroun avec moi, pour ouvrir une entreprise au Cameroun, ça va le prendre peut-être 1 jour ou 2 jours. Bon, je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun, mais en République démocratique du Congo, ça peut vous prendre 1 semaine ou 2 semaines. Donc, ouvrir, mais ça, ce n'est pas le problème. Ouvrir la compagnie, c'est un indice de doing business. Mais ce n'est pas tout. Le vrai problème, c'est après que la compagnie soit ouverte. Les taxes et toutes ces histoires que dont j'étais en train de parler. Donc, c'est vraiment ça le problème qui est là. Ce n'est pas un problème de... le problème est un problème structurel. Ce n'est pas un problème d'être en Afrique, ne pas être en Afrique. Si vous êtes en Afrique, ça veut dire que vous travaillez vraiment sur le continent africain. D'abord, ça c'est faux aussi. Le fait d'être en Afrique ne veut pas dire que vous participez plus au développement de l'Afrique que les Africains qui sont dans la diaspora. C'est un message aussi qui est faux. Je crois que Philippe Simon l'a dit encore dans une des vidéos où les gens étaient en train de le condamner d'avoir dit que c'est mieux de vivre au Cameroun avec 800 $ par mois que avoir 3000 $ par mois au Canada. C'est important que nous fassions partie de la solution. Donc mon point, ce n'est pas de dire que les gens doivent parler à l'étranger. Je vais terminer donc en répondant là-dessus, parce que pour regarder même vraiment la question de l'immigration aujourd'hui, l'immigration vit de nos pays de ses talents. Il faut dire la vérité. L'immigration vit de nos pays de ses talents. Et le fait que l'immigration vit de nos pays de ses talents est un problème. Mais c'est à nos pays de se rendre plus attractifs pour maintenir les gens sur place. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ou du moins, c'est peu le cas. Un jeune qui gagne 1 million de francs CFA au pays et qui n'est pas qualifié, parce que le Canada demande des gens qui sont qualifiés avec des diplômes. Si tu n'as pas de diplôme, tu ne vas pas au Canada. Or, on sait tous que dans nos pays, il y a beaucoup de jeunes dynamiques, mais qui n'ont pas de diplôme, et qui ont des business et qui gagnent de l'argent. Comment il fait? Comment il fait? Vous avez idée du nombre de jeunes qui prennent la mer, la route pour l'aventure, au péril de leur vie, parce qu'ils ont entendu des gens de la diaspora leur dire de venir au Canada, c'est le nouvel Eldorado? Mon point donc, c'est de dire aux gens, dites-leur le pour, oui, mais dites-leur aussi les limites. Dites-leur aussi le contre.
faites-leur part de tout le tableau. De telle sorte que ceux qui veulent réellement partir parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils sont en règle, qu'ils partent, mais que les autres ne risquent pas leur vie pour un monde imaginaire, pour un monde qui n'est pas réel, pour un Canada qui n'existe pas. Disons-leur simplement la vérité. Et donc, quand moi je parlais de cela, c'est pour ça que j'ai pu dire des phrases comme quelqu'un qui gagne 500 000 francs au Cameroun peut vivre mieux que beaucoup de gens au Canada qui gagnent 3 000 $. Et si vous êtes honnête, vous direz que ce n'est pas faux. Quelqu'un qui gagne 500 000 francs au Cameroun, il a de l'assistance à la maison, il a ménagère, il a... Enfin, 500 000 francs au Cameroun, tu vis très bien. Tu vis vraiment très bien. Un pays dans lequel le SMIC est de 50 000 francs, 45 000 francs, tu vis vraiment très bien. Par rapport à quelqu'un qui a 3 000 $ au Canada avant impôt. Donc voilà, moi ma position c'est celle-là. C'est disons aux gens clairement les choses pour qu'ils aient toutes les armes en main pour prendre leurs décisions. Mon point n'est pas de dire qu'il ne faut pas aller au Canada. Pourquoi je serais contre le Canada? J'ai aucune raison. Quand l'arnaque les plus mal a commencé, les personnes qui m'ont contacté en premier, c'était les gens qui vivent au Canada. J'ai pris à bras le corps ce problème, j'en ai parlé tous les jours. Et c'est drôle parce qu'à ce moment-là, je ne vous ai pas entendu me dire « Mais Philippe, tu n'as pas investi dans l'IA-Primal, pourquoi tu dénonces ?» Ça vous arrangeait bien que je dénonce l'IA-Primal. Maintenant, quand je parle des limites qu'il y a au Canada, on commence à me dire « Tu n'as pas vécu au Canada, tu n'as pas vécu aux États-Unis. » Waouh! Donc, de jour en jour en 2024, il faut vivre dans un pays pour pouvoir en parler. Est-ce que c'est sérieux comme argument? Donc bref, voilà, je tenais à apporter cette précision, d'autant parce que je suis au Canada bientôt pour une formation pour le retour en Afrique. Dans le prochain mois, en octobre, là j'arrive au Canada, les dates vont être communiquées bientôt, pour qu'on parle de Back to Africa. Les gens qui ont les projets de rentrer en Afrique, vous devez absolument être là. Back to Africa au Canada arrive. On va voir ensemble ce que vous pouvez faire sur le continent, comment faire pour ne pas payer d'impôts, ainsi de suite, ainsi de suite. Je viendrai vous partager tout cela à Back to Africa. Je vous donnerai même des contacts de personnes à avoir aux impôts au Cameroun, en Côte d'Ivoire, les contacts que j'ai, même au Sénégal, j'ai des contacts. J'ai quelques contacts. Ce qui est bien avec YouTube, c'est que maintenant, dans mon téléphone, il commence à y avoir des numéros intéressants. Donc, je vous donnerai des contacts bien précis sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour lancer vos projets de retour. Donc, les amis, préparez-vous parce que dans quelques semaines, j'arrive au Canada et ensuite aux États-Unis, au Maryland. Canada, ce sera à Montréal. Aux États-Unis, ce sera au Maryland. Et on va se dire les choses. Les choses dans le sens du retour positif au pays. Ça ne veut pas dire que tout est parfait là-bas. Hein. Mais moi, j'ai fait le choix, comme j'ai dit tout à l'heure, d'être quelqu'un qui est dans la solution. Il y a déjà beaucoup qui font un autre travail. Moi, je suis dans un autre couloir. J'espère que c'est clair. Ça ne va pas faire taire la polémique, on se connaît. Mais je tenais quand même à apporter cette précision. Peace. Il y a des histoires comme ça et ce sont des histoires que moi, je trouve que peut-être il n'a pas été bien informé ou bien peut-être ses calculs sont un peu différents. D'abord, c'est impossible que vivre au Canada, vivre au Cameroun soit mieux que vivre au Canada. Il faut d'abord définir c'est quoi vivre mieux. Vous dites que mes enfants auront une meilleure éducation au Cameroun qu'au Canada. Ils auront accès à des meilleurs soins médicaux au Cameroun qu'au Canada. Ils seront en mesure de mieux investir leurs finances ou bien leur argent au Cameroun qu'au Canada. Donc moi je ne crois pas. Il dit des histoires comme ils ont des bonnes, ils ont des chauffeurs. Avoir une bonne et un chauffeur ne veut pas dire que votre vie est meilleure que quelqu'un qui est au Canada. La vie c'est plus que ça. La vie c'est la retraite, la vie c'est l'argent, la vie c'est qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants. La vie, dans tous ces secteurs-là, vous n'allez pas me dire que être au Cameroun c'est mieux qu'être au Canada. Là les données ne prouvent pas que être au Cameroun est mieux qu'être au Canada. Et vous n'allez pas me dire que les données sont en train de mentir, parce que l'infrastructure financière en Afrique, tout ça, ça n'appartient pas aux Africains. Les gens qui soutiennent cette infrastructure financière ont les données. Et ce sont les grandes banques africaines, européennes, ce sont les grandes banques américaines. Ils ont ces données. La plupart des institutions, Bretton Woods et tout ça, qui sont en train d'opérer en Afrique, qui font des échanges financiers en Afrique, ce sont des filières des banques, des grandes banques américaines. Donc, ils ont tous ces données-là. Il n'y a rien que vous allez apprendre aux Occidentaux sur l'Afrique. Vous n'avez même pas, dans votre circuit informel, c'est là que vous n'arrivez pas à développer. La Inde, par exemple, je dis ça à tout moment, l'Inde a pu développer un circuit informel.
Mais même dans l'informel de l'Afrique, les gens n'ont pas pu... Il n'y a pas une économie informelle qui est forte. Donc les gens ont les données sur l'Afrique. Et les données que les gens ont, ce sont des données qui sont très risquées. Il y a beaucoup de risques de faire le business en Afrique. Et à cause de Doing Business, le ranking, regardez le ranking du Canada dans le Doing Business. Regardez tous les facteurs de Doing Business. Ouvrir l'entreprise, les facteurs judiciaires, la protection de l'investissement. Tous ces facteurs-là, vous allez dire que le Cameroun est mieux que le Canada ou bien la République démocratique du Congo. Vous sautez encore, vous partez sur la corruption, vous regardez où ces deux pays, la République démocratique du Congo, le Canada est classé par rapport aux États-Unis ou bien à d'autres pays, et vous allez dire que c'est mieux au Cameroun. Non, on ne peut pas dire que c'est mieux seulement parce qu'on est africain. Il y a des données. Il y a des données qui vont permettre à évaluer toutes ces histoires. Et la vérité est que investir en Afrique est quelque chose de vraiment très risqué pour un investisseur. Et c'est pour cela que le doing business est aussi bas. Mais les gens vont vous dire que oui, mais c'est risqué partout dans le monde. Partout dans le monde, c'est risqué de faire des investissements. Même les Chinois, les Indiens qui sont partis, qui sont allés investir en République démocratique du Congo, c'est risqué pour eux aussi. C'est là maintenant la question se pose, la question du risque. Un risque doit être en mesure d'être évalué. Vous n'allez pas dire aux Congolais qui sont... D'abord, je vais vous dire ça. Si vous êtes en République démocratique du Congo et vous avez de l'argent, je vais vous dire, faites ce que Philippe Simon vous dit, investissez en République démocratique du Congo. Vous êtes un Africain, vous vivez en Afrique, investissez dans l'immobilier dans votre pays. Ça, c'est garanti. Vous êtes un Africain qui vit dans la diaspora, mais vous aimez la cause africaine. Vous avez vraiment envie d'être, pas seulement financièrement, mais spirituellement. Vous voulez vraiment vous attacher à la cause africaine et vous voulez vraiment travailler en Afrique et rentrer en Afrique avec votre argent et vous installer en Afrique, faites-le. J'ai pas de problème. Ça, c'est vous, c'est votre vie, vous pouvez le faire, pas de problème. Ce que moi je suis en train de dire est que si vous êtes un Congolais qui est dans la diaspora ou un Africain qui est dans la diaspora et que vous avez 100 000 $ dans votre compte bancaire, déjà que c'est quelque chose que les Africains n'ont pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui ont 100 000 $ dans leur compte bancaire dans la diaspora qui ne fait rien. Mais dans cet exemple ici, parce que Philippe Simon a dit que quelqu'un qui a 800 000 $, 800 $ par mois au Cameroun, vit mieux que quelqu'un qui a 3 000 $ par mois au Canada. Parce que la personne qui est au Cameroun a un chauffeur, a une bonne et toutes ces histoires. Moi je donne maintenant mon exemple. Donnons à cette personne qui est au Cameroun 100 000 $ américains. 100 000 $ américains à cette personne. Et je donne à la personne qui est au Canada 100 000 $ aussi. La question que moi maintenant je me pose, c'est où investir? C'est quoi le meilleur investissement si vous êtes quelqu'un qui est dans la diaspora et vous avez cette possibilité de soit investir au pays, soit investir au Canada ou aux États-Unis. Donc vous êtes une personne qui a un choix à faire. Vous n'êtes pas comme la personne qui habite, qui n'a pas de choix, mais vous avez un choix à faire. Et ce que je suis en train de dire est que c'est quoi le meilleur choix? Et moi, je vous dis que no way, investir au Cameroun, c'est meilleur qu'investir au Canada. Si vous voulez, si le goal est de vous construire de la richesse, si le goal est de construire ce qu'on appelle aux États-Unis generational wealth, ça veut dire que ce sont des richesses qui traversent, qui vont transcender plusieurs générations. En Afrique, ce qui est bien en Afrique, c'est le quick money. Les gens vont en Afrique pour se faire de l'argent. Les gens ne vont pas en Afrique pour se créer des richesses. C'est deux concepts qui sont différents. En Afrique, vous pouvez faire 50 millions de $ cette année, 200 millions de $ l'année prochaine, 400 millions de $ l'année après ça.
La 5e année, le pouvoir change, vous perdez tout votre investissement. La 5e année, on vous porte plainte, vous n'avez plus de pouvoir juridique, vous avez tout perdu. La 5e année, vous êtes parti, votre famille, on vous a arraché tous ces biens. La 5e année, c'est ça le risque que les gens sont en train de dire le doing business. Ils ne regardent pas le fait que vous êtes en train de vous faire de l'argent. Ils regardent que l'argent que vous avez fait, pendant combien de temps vous pouvez garder cette richesse dans votre famille. Et cette richesse, est-ce que vous pouvez la donner, la passer à la génération qui suit? Combien d'Africains vous connaissez aujourd'hui sont des gens qui ont passé leur richesse d'une génération à l'autre et ils sont toujours consistants, qui ne sont pas dans la politique, qui sont seulement dans le business et qui ne font pas la corruption, qui ne payent pas les politiciens? Combien vous connaissez? Il n'y en a pas beaucoup. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Mais rentrons dans mon exemple, si vous donnez à la personne au Cameroun 100 000 $, ou bien en République démocratique du Congo, parce que je connais l'environnement, peut-être 20 000 $, ça va pour vous acheter le terrain, vous restez avec 80 000. 10 000 $, après ça, je ne sais pas ce que vous allez faire. Vous ne pouvez pas construire une maison en République démocratique du Congo avec 80 000 $. Les matériels, tous les tracasseries pour arriver au chantier, les routes, ça, vous ne pourrez pas construire une maison avec 80 000 $. Vous allez seulement continuer, vous allez d'abord mettre cet argent dans les banques des Kenyans, dans les banques des Ougandais, dans les banques des Sénégalais. Et si eux, ils font faillite, tout votre argent est parti. Donc l'environnement... Donc ces gens-là peuvent partir et votre argent ne sera même pas remboursé. Il y a des gens en République démocratique du Congo aujourd'hui qui ont perdu de l'argent parce qu'ils ont mis de l'argent en banque. Et la banque a fait faillite. Jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est un risque qui est vraiment très élevé. Partons maintenant chez la personne qui est au Canada ou aux États-Unis. Avec 100 000 $, excusez-moi, avec 100 000 $, vous pouvez prendre 10 000 $ et mettre ça à côté et payer pour le down payment d'une maison de 300 000 $, 400 000 $. Donc vous allez rester avec 90 000 $ et vous avez pris 10 000 $, vous avez mis ça dans le down payment d'une maison de 400 000 $. Au Canada, aux États-Unis. C'est vrai que les gens qui sont en Afrique vont dire « Oh, c'est une maison de prêt, Ndakwa Nyongo. Vous êtes en train de payer chaque mois, ce n'est pas votre maison. Si vous ne payez pas, on va vous arracher ça. » Et c'est là que les gens qui sont en Afrique ne comprennent pas les affaires. Pour les institutions financières dans le monde, pour les banques et tout ça, la personne qui est au Canada, maintenant, vaut 490 000 $. Cette personne a 90 000 $ en cash et cette personne a pu s'acheter un asset qui vaut 400 000 $. Donc le net worth de cette personne ici, c'est 490 000 $. Et chaque fois que vous entrez dans une banque, on vous regarde comme 400 000 $. On ne vous regarde pas comme quelqu'un qui a 90 000 $. Donc ça, ce sont des concepts que les gens en Afrique ne comprennent pas. Et quand vous entrez, vous commencez à parler à ces banquiers, vous pouvez gagner d'autres prêts en fonction d'une personne qui a 500 000 $. Imaginez que vous prenez encore un autre 20 000 $, vous achetez une autre maison. Une autre maison qui coûte 300 000 $. Vous avez toujours quelque chose comme 50 000, 60 000, 70 000 $ dans votre compte bancaire en cash, mais vous avez maintenant deux assets qui ensemble vous fait quelque chose comme 900 000 $. Donc, quand les banquiers vous regardent, quand vous entrez dans les banques, quand vous parlez dans les business meetings, quand vous vous rencontrez avec les gens, on estime votre valeur à quelqu'un qui a 900 000 $. Et pendant ce temps, ça c'est year one. Pendant ce temps, la personne qui est au Cameroun, avec le même montant, est toujours freinée là. Regardez maintenant, après 10 ans, la richesse que les deux auront s'ils continuent toujours dans leur propre pays. Dire que quelqu'un va se faire plus de richesse au Cameroun que quelqu'un qui est au Canada, c'est absolument faux. Avec l'appreciation des real estate, avec le equity que cette personne peut retirer au Canada, avec les tax breaks que cette personne aura, non, mais c'est impossible que la personne qui soit au Cameroun fasse plus d'argent ou crée plus de wealth
que la personne qui est au Canada. Donc dire aux gens que c'est mieux d'être au Cameroun qu'au Canada, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Je comprends le message en tant qu'Africain, mais c'est totalement faux parce que les données ne supportent pas ce qu'il est en train de dire. Mais je ne vous dis pas que vous ne devez pas partir investir au Cameroun. Ou je ne vous dis pas qu'un investissement au Cameroun ne veut pas vous faire gagner des richesses. Ce qu'on doit vous dire est que le risque est très élevé. Et tous les gens qui partent investir en Afrique, ils doivent dealer avec le risque. En matière de business, le risque est la chose la plus importante. Parce que le risque, c'est ça qui va vous permettre de soit réussir, c'est ça qui va déterminer votre réussite ou bien votre échec. C'est le risque, ou bien comment vous allez gérer le risque. Et ça, c'est quelque chose que tous les business sont vraiment... C'est pour ça qu'il y a des listes comme les Doing Business, pour permettre aux gens d'évaluer le risque. Plus vous voyez qu'un pays est haut sur la liste, ça veut dire que le risque de faire le business dans ce pays sont less. Plus le pays est bas dans la liste, le risque de faire le business dans ce pays est élevé. Donc, ça ne sert à rien de dire aux gens qui sont dans des pays où le risque est élevé que venez faire de l'argent. Non, non, non. Ça, c'est misleading, ça, c'est une mauvaise information. Moi-même, j'étais parti en République démocratique du Congo. Trust me, faire le business ne s'arrête pas à ouvrir une entreprise. Les opérations, après que vous ayez ouvert l'entreprise, c'est ça faire le business. Et cet environnement en République démocratique du Congo, pour le Congolais lambda, c'est vraiment risqué. C'est un grand risque que vous êtes en train de prendre. Et le risque doit être évalué. Il y a des façons de dealer avec le risque. Vous pouvez accepter le risque. C'est que Philippe Simon vous dit que rentrez en Afrique, allez investir là-bas parce que vous êtes africain. Et si vous faites ça, ça veut dire que vous avez accepté le risque. Vous avez dit que je suis africain, j'aime mon continent, j'aime mon attachement à l'Afrique. Si on va souffrir, qu'on souffre seulement nous tous en Afrique, mais moi je vais rentrer là-bas. Donc vous connaissez le risque et vous avez accepté le risque. Le risque peut être transféré. Quand vous dites que vous allez transférer le risque, c'est par exemple utiliser des organisations comme Back to Africa ou bien des Makutano. Eux, ils ont créé des pipelines et ces pipelines vont se rassurer que vous êtes entre des bonnes mains, que vous ne soyez pas tracassés pour la corruption, pour les rétrocommissions, toutes ces histoires. Donc eux, ils vont vous conduire peut-être jusque quand vous allez ouvrir l'entreprise. Mais comme je disais, ce n'est pas quelque chose d'important. Peut-être ils vont vous conduire, vous aider à avoir les permis de construction, les permis de l'électricité, toutes ces histoires l'eau. Peut-être ils vont vous conduire et vous améliorer votre supply chain. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire après. Mais si vous acceptez d'investir avec eux, ça veut dire que vous avez transféré votre risque. Le risque que vous avez pour vous, vous l'avez transféré à une autre organisation et ça vous a permis d'aller investir en Afrique. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est mitiguer le risque. Quand vous dites que vous allez mitiguer le risque, ça veut dire que vous allez réduire l'impact du risque sur vos opérations. Par exemple, je sais que j'ai de l'argent, 100 000, je veux investir en République démocratique du Congo, mais je sais qu'on va me demander des commissions et des rétrocommissions. Mais maintenant, j'ai déjà trouvé une connexion que je connais qui va faire qu'au lieu que je paye 10 000 $, je vais payer peut-être 1 000 $ en rétrocommission. Ça veut dire que j'ai mitigué le risque, j'ai diminué ça parce que j'ai des connexions. Il y a des gens qui payent peut-être 1 000 $ pour passer à l'aéroport. Moi, j'ai des connexions, je vais payer peut-être 100 $. Ça veut dire que j'ai mitigué le risque en utilisant maintenant la corruption. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et si vous avez des connexions comme ça, vous pouvez aussi aller investir en République démocratique du Congo. Et il y a des gens qui vont voir le risque et ils peuvent éviter le risque. Ça veut dire qu'ils disent que je ne peux pas investir là-bas parce que c'est risqué, je vais investir au Canada ou aux États-Unis. Donc il y a 4 façons, 5 façons de dealer avec le risque. Et c'est ça vraiment le message que Philippe Simon doit peut-être donner aux entrepreneurs pour dire que vous devez évaluer le risque.
C'est pas qu'investir là-bas, c'est mieux. C'est vraiment risqué, mais évaluez votre risque et venez faire votre investissement. Donc, c'est pas quelque chose d'automatique. Le risque est réel et le risque d'investir en Afrique est vraiment plus élevé qu'investir aux États-Unis et au Canada. Si votre goal est de build generational wealth. Dans les grandes universités, des doyens, des professeurs à l'échelle mondiale. Donc, oui, des prix Nobel de la paix, des professeurs qui sont à la NASA, qui sont dans les grandes universités en Angleterre, comme doyens, comme recteurs d'université. Donc, ce n'est pas les ressources qui manquent intellectuelles, mais il faut la fédérer. Vous ne travaillez pas ensemble. Vous ne travaillez pas ensemble. Serve au développement de la RDC. Qu'est-ce que tu dirais pour encourager la diaspora congolaise et pas que à venir investir en RDC? Alors, l'Afrique nous appartient. La RDC nous appartient. Moi, je suis toujours écœuré, attristé de voir combien les étrangers non africains viennent dans ce pays, les étrangers non africains viennent dans ce pays et saisissent les opportunités. On n'a aucun problème avec ça. Mais seulement, à côté d'eux, il faudrait que nous, Africains, nous, Congolais, qu'on occupe la place, que l'on prenne la place, parce qu'il y va de la souveraineté de notre pays. Si les Indiens ou les Chinois ou les Libanais sont plus nombreux économiquement, et donc ils vont dominer votre politique. Ils vont contrôler ce pays. Et du coup, ils vont choisir, malheureusement, les dirigeants aussi, et les politiques. Donc ça va de pair. Donc il nous faut nous lever. Les opportunités, il y en a. Il y en a partout. Donc dans les secteurs, comme j'ai dit, le secteur financier, il n'y a aucune banque congolaise. Non. Non, il n'y a aucune banque congolaise. Il n'y a que des banques étrangères. Il n'y a pas une seule banque. Comment vous allez dire aux Congolais de rentrer au pays avec leur argent, mais ils doivent toujours garder leur argent dans des banques étrangères parce qu'il n'y a pas de banques congolaises? C'est dommage, mais en même temps, c'est une opportunité. Une opportunité pour nous ici à Kinshasa et en RDC, mais aussi pour ceux qui sont à l'étranger. Donc, vous qui voulez investir dans le domaine de la... Parce que les banques qu'ils ont à l'étranger sont des meilleures banques. Les banques que nous avons à l'étranger, ce sont des banques qui sont assurées. Aux États-Unis, les banques assurent, je crois, 250 000 $. Ça veut dire que si vous avez 100 000 $ dans une banque et que la banque fasse faillite, votre argent est rassuré par le gouvernement fédéral. On va vous remettre votre 100 000. Si vous avez 500 000 $ dans un compte bancaire et que la banque fasse faillite, on va assurer les 250 000. Les autres 250 000 ne seront pas assurés. Et c'est que les gens font maintenant, ils savent que la limite c'est 250, ça veut dire qu'ils ouvrent maintenant plusieurs comptes. Et ils mettent 250 ici, 250 ici, 250 là-bas. Comme ça, ils sont sûrs que leur argent est toujours assuré quand la banque va faire faillite. Donc, vous n'êtes pas dans un environnement qui est comme ça et vous dites que être au Cameroun, c'est mieux qu'être aux États-Unis. Ou bien faire le business au Cameroun, c'est mieux que faire le business au Canada. La banque, le banking, le business banking fait partie du business. Ça fait partie du business. L'assurance, le risque où vous mettez votre argent de business, ça fait partie du business. Si Philippe Simon fait des affaires au Cameroun, est-ce qu'il met son argent dans les banques camerounaises? Parce que c'est les banques camerounaises vraiment qui vont remettre cet argent, investir dans la population locale. Mais si son argent qu'il fait au Cameroun part dans des banques européennes, ça veut dire que lui aussi il ne contribue pas vraiment au développement du Cameroun ou de l'Afrique. Donc c'est contribuer dans un développement d'un pays africain ne veut pas dire que vous devez être seulement présent sur le terrain. C'est comment vous êtes en train d'opérer vos activités. Il y a des gens qui sont à l'extérieur du pays, qui sont plus présents ou bien qui contribuent plus dans le développement de l'Afrique que les gens qui sont même en Afrique.
Et c'est comme ça même dans toutes les diasporas. Si vous allez même dans la diaspora chinoise, partez dans les pays comme le Canada, tout ça, les États-Unis, vous allez voir des Chinatown, des Koreatown. Tout ça, ça a été construit par la diaspora chinoise. Ces gens ont beaucoup d'argent aux États-Unis, mais ils ne vivent pas en Chine. Ils envoient leur argent en Chine. Mais eux, ils ne vivent pas en Chine. Ils contribuent massivement dans le développement de la Chine. Mais ils vivent aux États-Unis, ils se font de l'argent aux États-Unis. La diaspora juive, elles envoient beaucoup d'argent à Israël, mais elles vivent ici aux États-Unis. Ils sont riches, extrêmement riches aux États-Unis. Mais leur contribution au développement d'Israël, c'est massive. Donc il ne faut pas donner l'impression aux Africains que pour que vous puissiez contribuer directement au développement de l'Afrique, vous devez nécessairement être présent en Afrique. Ça, c'est un message c'est vraiment un message archaïque, ancien. C'est un message qui n'est même pas vrai. On peut se mettre ensemble pour élaborer des grands projets et les développer et les mener à prospérité. On ne peut pas développer ce pays si nous ne contrôlons pas l'économie. Parce que les intérêts des Congolais doivent être préservés. Donc c'est pour ça que dans tous les secteurs de la vie, si on voit le secteur de l'alimentation, aujourd'hui, toutes les alimentations, tous les supermarchés sont étrangers. C'est parce qu'ils travaillent ensemble. C'est parce qu'ils travaillent ensemble. On ne va pas se faire contre eux. Pourquoi vous êtes en train de faire des Nganda? Vous êtes séparés. Pourquoi vous êtes séparés? Pourquoi vous avez, vous tous, des Nganda sur la même avenue? Vous n'avez pas pensé que, ok, peut-être on doit travailler ensemble, on est dans l'informel, est-ce qu'on ne peut pas mettre nos opérations ensemble et construire un Nganda, une sorte de partenariat? Vous n'avez pas besoin de quelqu'un de la diaspora pour venir vous dire ça. Comment vous pouvez avoir ici une boutique, 50 boutiques dans la même avenue? Et vous regardez au fond de l'avenue, l'Indien, il a mis seulement un seul building et c'est par là-bas que tout le monde va choper quelque chose de bonne qualité et tout. Et quand vous entrez dans ce building-là, c'est un partenariat entre plusieurs Indiens. Plusieurs Indiens sont dans ce partenariat-là. Mais vous-même, vous êtes là en train de struggle avec vos petits ligablo. Mais mettez-vous ensemble. Faites une boulangerie, mettez vos opérations ensemble, faites quelque chose de qualité. Pourquoi les Congolais ne veulent pas travailler entre eux? Pourquoi vous ne travaillez pas entre vous? C'est ça le problème en fait. Pourquoi vous laissez les autres qui travaillent entre eux venir dans vos pays et vous dominer? Ils vous montrent que c'est ça le secret. Philippe Simon parlait de secret. Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est travailler ensemble. Ils vous montrent que vous devez travailler ensemble pour réussir. Vous êtes en train de voir seulement, oh, les Africains, les Chinois viennent ici, se font de l'argent. Non. Ce n'est pas le fait qu'ils sont venus au Congo qu'ils sont en train de se faire de l'argent, non. Ils se font de l'argent parce qu'ils travaillent ensemble. Ils ont construit, c'est une supply chain financière, matérielle, dans toutes les formes que vous pouvez. Ils sont connectés avec ceux qui sont restés dans leur pays. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à dominer dans les autres pays. Vous aussi, normalement, les Congolais qui sont au Congo devraient dominer. Si les Congolais qui sont au Congo avec tout l'argent, les Africains en général, si les Africains qui sont en Afrique avec tout l'argent que vous commencez à investir en Europe, aux États-Unis, commencez à embaucher des Américains, des Européens, vous allez voir que la situation même diplomatique va changer dans le monde. Pourquoi vous croyez qu'on respecte la Chine et tous ces pays? C'est parce que ces gens sont en train d'employer des Américains aux États-Unis. Vous n'allez pas dire seulement, oh, on va couper les relations avec la Chine. Il y a il y a beaucoup d'Américains qui travaillent pour eux. Ça rend la situation très compliquée. Regardez la situation avec TikTok. TikTok, c'est une entreprise de la Chine, de ce point-là. Et la bannir aux États-Unis, c'est un débat qui est... Les Américains ne peuvent pas seulement dire, OK, comme ça, on va bannir TikTok. Non.
il y a des Américains qui font de l'argent avec TikTok. Donc, quand vous commencez maintenant à prendre, vous enlevez maintenant cette plateforme, il y a beaucoup de conséquences, il y a beaucoup de gens avec qui vous devez dealer. Et la meilleure solution que eux ils avaient trouvée, c'était de forcer la Chine à vendre TikTok à des Américains. Mais ça aussi, c'est quelque chose de très difficile à faire parce que ça a des conséquences aussi dans le monde du business. Donc, investir dans d'autres pays, c'est ça qui vous donne aussi la force. Les Africains n'investissent pas dans d'autres pays. Vous voulez que les Africains viennent investir en Afrique, mais les Africains qui sont au pays ne poussent pas leur influence dans les autres pays. Vous ne poussez pas votre influence. Et quand vous êtes en train de parler, par exemple, de sanctionner ce pays, les pays ne le font pas parce qu'ils ont des intérêts dans ce pays. Beaucoup de Congolais disent sanctionner, la France doit sanctionner le Rwanda. Mais comment un président français va dire aux compagnies françaises qui sont en train d'opérer au Rwanda, qui sont en train de payer les salaires des Français en France, vous allez les dire qu'on va les sanctionner parce que la République démocratique du Congo a dit qu'on doit vous sanctionner. Non, ce n'est pas dans leurs intérêts. Si vous sanctionnez cette entreprise au Rwanda, elle va faire faillite. Les Français qui sont en France, qui dépendent de cette entreprise, vont perdre leur boulot. C'est-à-dire que le social, ils devront maintenant payer, le gouvernement français devra payer au social. Peut-être ils vont se révolter, ils vont marcher la rue. Donc il y a des conséquences dans leur politique. C'est pour ça qu'on vous dit que les pays protègent leurs intérêts. Mais quand vous ne construisez, vous n'avez pas ce concept-là de développer des intérêts dans d'autres pays, c'est là que vous voyez tout comme soit c'est eux, soit c'est nous. Bien, oh, n'investissez pas là-bas, venez investir chez vous. Donc c'est la façon dont on est en train de voir les choses qui est un peu compliquée. Si on voit les choses d'une façon différente, je vous garantis que l'Afrique va commencer à se développer. Mais pour ça, on doit travailler ensemble. On doit travailler ensemble pour grandir notre influence dans le continent africain. On doit travailler ensemble pour permettre les riches qui sont dans le continent africain de développer des projets, même dans des pays étrangers, pour grandir notre influence aussi en tant qu'Africains.